Bien, alors, nous parlons au micro parce que comme ça marche maintenant, ça tombe bien. Alors, cette dernière rencontre est consacrée à la question donc, de l'environnement, de la santé, liée à l'environnement et les conséquences de l'environnement sur la santé. Donc comme on n'est pas très nombreux, ce que je vous propose, c'est qu'on change un peu le mode et qu'on s'adapte. Et donc on va vous passer le micro pour que vous puissiez poser vos premières questions. Et puis comme ça, on va, avec Emmanuel Amar, on va se présenter bien sûr d'abord, mais on va pouvoir commencer à répondre à vos questions. Et je suis sûr que ce que l'on avait prévu déjà pour une rencontre peut-être un petit peu plus fournie par le public, soit quand même dit. Donc je passe le micro à Emmanuel. Pour que tu dises un petit peu quelles sont. On a vu tout à l'heure ce que tu faisais puisque tu es intervenu un petit peu, donc, mais je te repasse le micro pour le dire rapidement. Bonjour, bonsoir à tous. Oui, je suis responsable du registre des malformations en Rhône-Alpes, donc les anomalies congénitales. Les anomalies congénitales, c'est un peu plus de 4% des issues de grossesse, donc c'est pas rien. On espère tous avoir des bébés en bonne santé. Et parfois, il arrive pour 4,5% des issues de grossesse, donc, que l'enfant soit porteur d'une anomalie congénitale, ou autrement dit, une malformation. Ces malformations, pourquoi je suis là dans l'affaire environnement, dans le sujet environnement, on ne connaît pas leur cause pour un peu plus de 50% d'entre elles, ce qui n'est pas rien. On connaît leurs causes environnementales, certaines sont liées à l'environnement, pour environ 15% d'entre elles, mais comme je vous l'ai dit, il y a 50% des causes qu'on ignore complètement, et pour celles qui sont connues, pourquoi on les connaît, c'est essentiellement les catastrophes sanitaires qui nous ont fait découvrir les causes des malformations, de la même façon que les guerres ont fait faire des progrès à la chirurgie plastique et traumatologique. Eh bien, les catastrophes sanitaires, malheureusement, je pense à Minamata, je pense à Seveso, etc., ont permis d'améliorer les connaissances. Et en dirigeant ce registre, je m'attache, et pas que moi, tous les registres de malformation font ça, je m'attache à enregistrer aussi tous les déterminants environnementaux qui entourent la grossesse de façon à ce qu'on puisse avoir des données, et je parlais des données comme étant vraiment, j'allais dire le pétrole, l'or noir, je ne sais pas comment on dit, de l'information, puisque sans données, on ne peut pas piloter une action de santé publique, mais on ne peut pas non plus investiguer les causes ou les facteurs associés aux malformations. Voilà. Bernard. Voilà, donc moi je m'appelle Bernard Turpin. Je suis absolument pas chercheur, comme beaucoup de gens qui sont intervenus jusque-là. Je ne suis qu'une chambre d'écho. J'étais médecin généraliste rural pendant 36 ans. Et à la fin, la deuxième moitié de cette pratique, j'ai été interpellé quand même par la modification des pathologies, en particulier des pathologies chroniques. Et ça m'a un petit peu attiré l'œil. Et depuis, bien qu'étant en retraite, je continue à m'intéresser à ces questions parce que si ces maladies chroniques explosent, c'est en grande partie à cause de l'environnement au sens global du terme. Ce sont des maladies environnementales. D'où l'importance de les approcher avec une démarche de santé environnementale. Voilà ce dont je voulais vous parler, à la lumière en particulier de l'explosion de ces maladies chroniques, explosion quantitative, dont on connaît un petit peu certaines raisons que je vous développerai si vous voulez qu'on en parle. Mais Edith, tu arrives juste, elle aussi, c'est une spécialiste de la santé environnementale. Merci. Alors, est-ce que, par rapport au titre et la présentation de cette rencontre, vous avez déjà des questions, des observations à formuler qui peuvent nous lancer? Je vais aller distribuer le micro. Donc, une première. Bonsoir. Je suis interpellée un petit peu par la contradiction entre
comment dire, le devoir de protection minimum de la population. La santé publique, c'est la protection de la santé de tout le monde. Et puis tout ce qu'on fait, ou tout ce qu'on ne fait pas, ou tout ce qu'on fait contre la santé publique. Alors je pense évidemment, comme tout le monde, aux autorisations d'envoyer des pesticides, de pulvériser des pesticides à 3 mètres, à 10 mètres des maisons, par exemple. Je pense à l'eau dans certaines régions, comme en Bretagne, où l'eau théoriquement potable du réseau d'eau publique n'est pas vraiment potable, avec toutes les... Enfin, on a tous lu les enquêtes sur les algues vertes. Je pense aussi à chaque fois qu'il y a un petit incident nucléaire, une petite fuite, on le met sous le tapis, et puis on se sent en tant que citoyen, citoyenne, un peu obligé d'être à l'affût, de regarder un peu ce que font plein d'associations vachement bien et qui s'occupent de nous mieux que devrait le faire la puissance publique. La CRIRAD, les associations des associations écologistes, de citoyens, enfin voilà. Je sais pas, voilà, c'est global. Alors, t'as un micro, hein. Voilà, bon, moi je veux bien commencer à répondre à cette question, parce qu'en fait c'était la conclusion de l'exposé que je pensais faire, donc ça va aller vite. Hein. Une conclusion qui s'appuie sur un bouquin, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, qui s'appelle « Le suicide de l'espèce ». Le suicide de l'espèce qui est écrit par Jean-David Zeitoun, qui est un médecin, lui aussi épidémiologiste, et qui dit très exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les entreprises fabriquent du risque, fabriquent toute une série de produits qui nous environnent quotidiennement, et eux, ils sont dans leur logique de fabrication, entre guillemets, capitaliste. Ils fabriquent pour vendre, et vendre le plus possible et le moins cher possible pour vendre le plus possible précisément. Et d'un autre côté, on a toute une demande, parce qu'ils produisent des risques, mais il faut savoir qu'il y a en face une demande de risque. S'il n'y avait pas de demande, eh bien, il n'y aurait pas de... Donc il y a une offre et une demande. Et si vous voulez, cette demande, elle est conditionnée par le fait qu'on est dans cet environnement qui nous fait perdre un petit peu notre bon sens et qui nous rend dépendants d'un certain nombre d'obligations, de consommation, entre autres. Et c'est ce qui permet que cette demande et ces deux éléments coïncident. Et c'est relativement normal d'une certaine manière. Ce qui manque, et le troisième élément qui n'est pas là, c'est la régulation. La régulation de la production et la régulation de la demande. La régulation de la production, il y a en particulier pour certains, je pense par exemple au problème des pesticides, aux pesticides, il faut savoir qu'actuellement, les pesticides ne sont pas évalués comme ils devraient l'être. On évalue à la rigueur la substance princeps, la substance fondamentale, mais tous les coformulants et les adjuvants ne sont pas évalués correctement. Il y a d'ailleurs une ONG nationale qui s'appelle Secret Toxique qui travaille ces questions-là. Je veux dire, ce n'est pas une allégation que je vous dis, c'est véritablement une réalité. Donc, si vous voulez, la régulation de la production de risques n'est pas faite. Et d'un autre côté, la régulation de la demande non plus n'est pas faite. Parce qu'on sait que la régulation, elle peut marcher. Regardez le tabac. Eh bien, il y a eu une régulation qui a été faite et on fume beaucoup moins maintenant, globalement, même si mondialement, ça n'a pas beaucoup changé, mais on fume quand même beaucoup moins qu'avant. Deuxième exemple, le plomb. Autrefois, il y avait du plomb dans l'essence. Autoritairement, on a enlevé le plomb et il y a beaucoup moins de saturnisme. Ça a eu tout un impact sur la santé. Ce que je veux dire en disant ça, en citant ces exemples, c'est que la régulation, elle est possible. Mais c'est quoi la régulation ? La régulation, c'est d'interdire quand on doit interdire ou de taxer quand on doit taxer. Par exemple, on pourrait taxer les produits dangereux et, avec cet argent, subventionner les produits qui ne le sont pas. Je pense en particulier à l'alimentation, les produits frais et puis les produits ultra transformés, dont on pourra reparler aussi si vous voulez. Et cette régulation,
Eh bien, c'est le pouvoir politique. Il y a manifestement, dans ce domaine, une défaillance, un dérapage du pouvoir politique et de la régulation. Et de ce fait-là, si vous voulez, la croissance de la production continue, la croissance de la demande continue, et on est de plus en plus malade. Alors moi, je n'aborderai pas sous cet angle-là parce que je ne suis pas compétente du tout dans ce domaine de la régulation. En revanche, je dirais que si on veut piloter une politique de santé, c'est-à-dire mettre en place des actions de santé publique qui visent à protéger la santé des gens, encore faut-il pouvoir disposer d'indicateurs, de manière ne serait-ce qu'à vérifier que les actions qu'on a mises en place, elles sont efficaces. Est-ce qu'en vaccinant les jeunes contre la rubéole, on a fait diminuer le nombre de malformations liées à ce virus-là? La réponse est oui, en Rhône-Alpes. Mais je ne peux pas vous dire dans d'autres domaines parce que ailleurs qu'en Rhône-Alpes, il n'y a pas de façon de mesure de ces malformations-là. Donc, je dirais que la première des choses, en plus de la première des choses, je parle pour la prévention, je ne parle pas du reste, ce serait déjà de pouvoir disposer d'indicateurs fiables de pilotage de façon à évaluer les actions et mettre en œuvre des actions de prévention. Pendant de très nombreuses années, et là je vais faire l'avocate des autorités précédentes, pendant de très nombreuses années, on pensait que le risque, notamment pour les bébés, il était d'origine infectieuse, et c'est pas faux, je viens de vous parler de la rubéole, mais il y a des protozoaires, comme la toxoplasmose, et des médicaments, parce qu'il y en avait eu un horrible scandale thalidomide, d'un médicament qui avait généré des malformations. Donc on se disait, si le risque c'est une zoonose, c'est-à-dire un animal qui pique, ou un virus qui est transmis, ou si c'est un médicament, on a besoin d'avoir un petit registre en Rhône-Alpes, allez, paf, au milieu de la France, et puis comme tout le monde prescrit les mêmes médicaments, et comme les virus, ils se promènent partout, et comme les animaux, les moustiques qui piquent tout le monde, un petit échantillon, ça nous suffit. Là, on est au XXe siècle. Et la question de la santé environnementale et des facteurs environnementaux qui agissent sur la santé des individus, qu'ils soient environnementaux, biologiques, mais aussi chimiques, industriels, et liés aussi à des entreprises ou des déchets ou de l'eau qui peut véhiculer des molécules potentiellement tératogènes, ce risque-là n'était pas pensé. Maintenant, il est pensé. Donc on n'a plus le droit moral de se dire allez, on met deux, trois petits registres qui vont vérifier que tout se passe bien. Je pense registre de cancer, puisqu'on a aussi des clusters de cancer qui sont potentiellement liés à l'environnement. Là, allez, on met 2-3 registres de cancer en France, 2-3 registres de malformations, et ça nous donnera une idée de toute la France. Et ça, c'est d'un point de vue scientifique, c'est faux. Et cette erreur, elle n'est plus pardonnable. C'est ce que je veux dire simplement. C'est que pendant longtemps, on l'a comprise comme... Parce que, vous savez, c'est comme ça dans les sciences. Entre le moment où on fait une découverte et le moment où il y a une application, il peut se passer du temps parce qu'il y a une lenteur, et puis il y a un académisme, et puis il faut changer des idées qui étaient préconçues, qui avaient été consciencieusement apprises. C'est pas simple. Moi non plus, ça n'a pas été simple. Et ça, pour ça, eh bien, cette révolution de la donnée, qui est en plus possible d'un point de vue technique et d'un point de vue réglementaire, maintenant qu'on a ce RGPD qui protège quand même les libertés individuelles et les données, il n'y a plus de raison, il n'y a pas de raison objective pour qu'on ne mette pas en place des systèmes de mesure et de données. Merci. Est-ce que tu peux nous parler, puisque on venait de parler des questions de l'eau, etc., de comment s'est passé finalement une certaine mise en relation avec d'autres clusters en France quand est sortie cette affaire des bébés dans l'Ain, et comment se sont passées ces relations, et est-ce qu'il y a eu une émergence en fait de prise de conscience ? Non, il n'y a pas eu d'émergence. Alors, comment se sont passés ? Déjà, nous avions observé un cluster d'agénésie transverse du membre supérieur, des bébés qui naissaient sans bras dans l'Ain, et nous le signalions à nos autorités de tutelle, qui étaient l'Agence Santé publique France.
Et nous avons appris, mais vraiment fortuitement par des parents, que d'autres clusters avaient été observés dans d'autres régions de France, qui avaient été aussi signalés à l'Agence Santé publique France, et pour des raisons qui m'échappent complètement, et qui sont peut-être simplement de la négligence ou de la méconnaissance, parce qu'il ne m'appartient pas de... Non, de la part de Santé publique France, je pense franchement que... Non, je pense qu'il y a... Quand on étudie... Les découvertes. Pourquoi, quand quelqu'un a dit que la Terre était ronde, il a été condamné à mort? Pourquoi, quand on dit qu'il y a des pesticides, ça déclenche des effets? Et d'autres inventions scientifiques, pas inventions, mais observations. Je pense qu'en 2018, on découvre le boson de Higgs, il ne se passe rien, personne ne se pose de questions, personne ne dit c'est pas vrai. Donc pourquoi il y a des découvertes scientifiques qui dérangent et d'autres qui ne dérangent pas? Ça peut se poser aussi comme question. Donc pourquoi Santé publique France, le fait que des registres périphériques, des petits registres de petites villes, Lyon est une petite ville par rapport à Paris, qui signalent quelque chose, on ne les écoute pas? Ça peut-être que ça procède aussi de cette idée que, bon, c'est pas si important que ça, et il y a un retard à l'allumage. Mais on peut aussi penser qu'il y avait une volonté de ne pas le voir. C'est pas à moi d'instruire. Bon, toujours est-il qu'il ne se passe rien, Et finalement, en 2018, comme eh bien, ça sort, l'affaire sort, et toutes ces observations, on se dit, ah bah tiens, il y en avait aussi en Bretagne, ah bien tiens, il y en avait aussi en Loire-Atlantique, ah bah il y a aussi à l'étang de Berre, et quelle malformation? Bah, exactement la même. Quelle est la probabilité pour que plusieurs clusters d'exactement la même malformation surviennent en même temps? Elle est infinitésimale. En plus, la même malformation sur des zones aussi petites, qu'ont-ils en commun? L'eau. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire à ce moment-là? On est obligé d'investiguer, une fois qu'on a éliminé toutes les causes endogènes, il faut regarder l'extérieur. Donc, là encore, obligation de s'assurer qu'il n'y a pas dans l'environnement proche de ces mers quelque chose qui aurait pu favoriser l'émergence de ces malformations. Or, qu'est-ce qui se passe? Et ça, la grande différence avec l'affaire des Paquines dont je vous ai parlé, où la ministre à l'époque avait diligenté l'IGAS, qui avait fait son enquête, qui a débouché sur un procès. Là, la ministre... Il se passe... Donc, j'ai connu la France à papa, c'est-à-dire dès que c'est sorti, toute l'équipe, registre d'un CHU, tous agents de la fonction publique hospitalière, on reçoit tous notre lettre de licenciement. Pof, l'équipe, on est 6, et licenciement, quel motif? Forcément dans le collectif économique. L'agence n'a pas donné à notre CHU l'argent pour l'année en cours. Donc, licenciement économique. Une semaine après... Et ça, c'est là encore les journalistes qui sont les garants quand même de notre démocratie. Un journaliste m'appelle en me disant « On reçoit Madame Agnès Buzyn sur RTL. Avez-vous une question à lui poser ?» Bon, je suis chez les RH avec ma lettre de licenciement. Je dis « Oui. » Et je lui dis « Oui, bien sûr. » Et là, à Madame Buzyn, le soir même sur RTL, je dis... Évidemment, je ne parle pas des licenciements, après tout, c'est un épiphénomène dans l'affaire. Et je dis, nous avons observé, nous avons déclaré, nous sommes une équipe académique d'un CHU, nous avons signalé un cluster de malformation. Quelles actions comptez-vous mener quelles investigations allez-vous mettre en œuvre? Et là, elle répond à la France entière. Tout d'abord, je dois dire que l'équipe en place, on ne doit pas perdre une équipe qui travaille. Donc le lendemain, nous recevons une lettre qui nous dit « Votre licenciement est suspendu ». Donc on a été licencié une semaine. Vive le téléphone sonne. Vive le téléphone sonne. Donc il a été suspendu, mais d'ailleurs toujours, parce qu'on ne l'a jamais décroché, je ne sais pas où il est. Et ensuite, donc, et là, donc, j'ai dit « Ça y est, hurrah, rebelote, on va nous refaire le coup de l'IGAS » et qui va dire « C'est vrai, il y a... » Et là, non, malheureusement, la donne avait changé. Et là, elle fait... Donc, je suis passée de la France à papa à l'ère de la post-vérité en une semaine. C'est-à-dire qu'elle va mettre en place un comité. Et qui va mettre ce comité en place? L'Agence Santé publique France, qui depuis 8 ans nous dit qu'il n'y a rien. Donc, elle n'allait pas se dédire. C'était évident qu'elle était en charge du recrutement des experts, du secrétariat, lesquels nous recevaient avec un papier en tête de l'Agence Santé publique France. On savait très bien, en y allant, qu'on pouvait apporter tous les éléments. On avait toute l'équipe de biostat, on avait
qui corroborait tous les dires, on avait tous les aspects, mais on avait des membres de ce comité. Et il faut savoir que dans l'agence, il y a un bureau qui s'appelle comitologie, même on réfléchit à l'étude des comités, et ces membres alors, pour la petite histoire, on dit qu'il n'y avait pas de cluster. Allez, après tout, la controverse, c'est toujours intéressant. Mais la conclusion des conclusions, c'était il faut renforcer la surveillance épidémiologique dans l'Ain. Comme si elle avait été un peu superficielle, mais mettons, ok, on renforce la surveillance épidémiologique. Donc les gens étaient contents, ils se sont dit, déjà au moins, on va regarder, c'est comme si vous avez eu plein d'accidents, qu'il n'y en ait pas d'autres. Et l'année 2023, donc le temps passe, on oublie un peu, on supprime le poste de la sage-femme qui collectait les données. Il n'y a plus de surveillance épidémiologique dans l'Ain, laquelle devait être renforcée. Voilà. Fin de l'histoire. Oui. C'est très bien. On a besoin de scientifiques. Besoin de scientifiques parce qu'effectivement, on a trop tendance aujourd'hui dans un monde trumpiste à penser que les scientifiques, ça n'existe pas, que la science, ça n'existe pas. Donc je suis absolument convaincue qu'on a besoin de gens rigoureux comme toi. Ceci dit, moi je suis une associative, une militante associative, et je ne peux pas continuer à penser que c'est le hasard si Santé publique France ou si les ARS, quand on leur dit cluster d'enfants cancéreux ici, cluster d'enfants cancéreux là, on était au ministère de la Santé, il y avait 9 clusters d'enfants cancéreux, de parents, étaient là, et tous, quelles que soient les agences régionales dont ils dépendaient, ont tous vécu la même chose. C'est-à-dire la petite enquête, le machin, le bidule, les trucs, et la conclusion, je vous le donne en mille, c'était pratiquement du copier-coller. Ils ne se sont même pas foulés, les ARS d'Aquitaine ou de Rhône-Alpes, pour inventer une petite, je ne sais pas, quelque chose littérairement de différent. Non, c'était du copier-coller, circuler, il n'y a rien à voir. Ok, il y a 7 enfants dans la même école qui ont des cancers, mais on ne va pas trouver les causes. Donc, il y en a marre. Il y en a marre. Et pourquoi il y en a marre? Parce que pendant ce temps, comme on nous supprime tous les chiffres, tous les machins, on n'a plus les chiffres. Alors on veut bien, nous, faire de la prévention, n'est-ce pas Bernard? On veut bien aller dire aux gens, mangez mieux, n'utilisez pas telle substance ou telle autre. Mais, en même temps, on va continuer comme ça. C'est le tonneau des Danaïdes. On continue comme ça à augmenter le cas de pathologie de malades, de malades et de malades. Demain, la sécurité sociale ne pourra plus assumer ça. On fait de la recherche pour soigner mieux les cancers, mais quand est-ce qu'on fait de la recherche pour savoir pourquoi il y a tous ces cancers? Merci. Alors, une petite question qui découle un peu de celle-là pour toi, Bernard. Dans ta pratique professionnelle, même si je sais que ça fait pas très longtemps que tu l'as arrêté, comment tu as vu évoluer il faut bien. Comment tu as vu évoluer un petit peu les choses dans ta pratique professionnelle sur le lien entre la santé et l'environnement? Est-ce que tu as vu une évolution? Ah oui, c'est ce que je disais au début, c'est ce qui m'a fait prendre conscience et ce qui m'a fait intégrer la première fois une association qui s'appelle SERA, à laquelle on était tous les deux avec Edith il y a 30 ans à peu près. Oui, c'est à l'association du développement de maladies chroniques et de ce qui se passait dans mon secteur, puisque j'habite dans un secteur viticole, et j'habite dans un secteur où il y avait une usine d'incinération qui dégageait tout ce qu'elle voulait dégager. L'usine de Gilly. L'usine de Gilly-sur-Isère, effectivement, l'affaire de Gilly. Mais je voudrais, à la lumière des deux interventions, parce que dans le cadre du travail qu'on fait d'information sur l'impact de la santé sur l'environnement, de l'impact de l'environnement sur la santé, on se fonde quand même sur un certain nombre de chiffres qui sont fournis par la CPAM, qui sont fournis par la DRES,
direction de recherche, études et évaluation et des statistiques, qui sont fournis par le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer. Donc moi, quand je dis que le cancer a doublé en 30 ans, c'est pas moi qui l'invente, je veux dire. Donc vous dites qu'il n'y a pas de chiffres. Je sais pas, moi, dans les lectures que je fais, on a quand même quelques chiffres sur lesquels on se fonde pour dire que le cancer a été multiplié par 2, que le cancer pédiatrique a considérablement augmenté et qu'il y a un enfant sur 440 qui a un cancer, pour dire que les maladies cardiovasculaires ont explosé également, en particulier l'hypertension, pour dire que les maladies neurologiques, le Parkinson a doublé, etc. Je pourrais décliner la totalité des pathologies. Elles ont toutes augmenté, en particulier l'obésité, puisque maintenant, l'obésité, c'était caractéristique des États-Unis, mais on n'a absolument rien à leur envier. L'étude OBEPI montre qu'on est passé de 8% de la population à 17% actuellement. Ça fait un pourcentage d'obèses très important. Donc, les diabétiques, également, ça a été multiplié par 4. Bref, les pathologies. Donc, nous, on a ces chiffres-là. Alors, est-ce que ces chiffres-là valent rien? Est-ce qu'on raconte des histoires? Je me pose la question en vous écoutant. Deuxièmement, quand Edith, tu dis qu'on fait de la prévention et qu'on dit aux gens comment il faut mieux manger, on dit effectivement, quand on a fini d'expliquer les désastres que provoque l'environnement actuel, en particulier la pollution et surtout la pollution chimique, eh bien, on se quitte en disant il vaut mieux manger ci, manger ça, éviter tel ou tel type de mobilier, tel ou tel vêtement, etc., etc. Mais on sait très bien que ces mesures-là, elles sont entretenues à la fois par les politiques et par les industriels, qui disent si tu es malade, c'est de ta faute. Si tu es gros, c'est de ta faute. C'est que tu manges trop et que tu ne bouges pas assez. Cette façon de vouloir systématiquement stigmatiser, culpabiliser les individus est une façon de continuer pour que rien ne change. Donc ça, si vous voulez, c'est une mauvaise manière qui marche bien à titre individuel. C'est vrai qu'il vaut mieux fumer un paquet de cigarettes plus que 3, mais bon, on est d'accord là-dessus. Mais il est important. Insister uniquement sur l'offre me paraît être une erreur. Il faut vraiment insister sur aussi ce qui entretient la machine, c'est-à-dire cette activité industrielle de risque qui provoque les maladies et qui est véritablement en croissance. Cette croissance n'est absolument pas contrôlée. Et alors, je pose la question comme ça à la salle. Est-ce que quelqu'un aurait une expérience sur ces maladies chroniques ou sur les cancers qui exploseraient dans la salle? Attends, oui, justement, excuse-moi, je te coupe, mais il y a une petite, puisque à propos des chiffres, puisqu'il y a un petit test que j'aime bien faire, mais là, on n'est pas très nombreux, évidemment. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est l'heure du test. C'est l'heure du test. Enfin, j'aime bien faire un petit test pour illustrer cette réalité. Alors, si vous voulez bien y participer, je vous en remercie d'avance. C'est pas une obligation, mais c'est extrêmement recommandé. Je ne veux pas violer votre intimité, mais je vais demander... Dans le respect du secret médical, bien évidemment. Je vais demander à ceux parmi vous qui ont quelque chose à voir avec le cancer, soit pour eux-mêmes, soit pour leur conjoint, soit pour leur père ou leur mère, allez pas chercher trop loin, dans votre environnement proche, à ceux qui ont quelque chose à voir avec le cancer ou qui ont eu quelque chose à voir avec le cancer, de lever la main. Merci. Maintenant, je vais demander à ceux parmi vous qui ont quelque chose ou qui ont eu quelque chose à voir avec les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, un problème cardiaque, l'infarctus, l'AVC, etc., de lever la main. Proche, vous, votre conjoint, vos enfants, votre papa, votre maman, c'est tout. Dernière chose, je vais demander à ceux qui ont, toujours pareil, dans cet environnement très proche, quelque chose à voir avec le diabète. Merci. Bon, je ne vais pas relever les noms, rassurez-vous, mais je vais demander à tous ceux qui on a tout filmé. J'ai demandé à tous ceux qui ont levé le doigt une fois de relever le doigt, de le garder levé un petit moment et regardez-vous. Vous voyez que quand... Alors moi, je ne sais pas si les chiffres dont on parle sont fiables, mais regardez, l'explosion des maladies chroniques, c'est une réalité, ce n'est pas une allégation.
C'est une véritable réalité. Merci d'avoir participé. Juste pour rebondir, parce que j'ai parlé récemment à Annie Thébomoni qui est venue aux rencontres des lanceurs d'alerte et elle rejoignait exactement ce discours. Elle disait, bon, en gros, si tu as un cancer, c'est de ta faute. Elle disait que ça cache un continent énorme d'expositions professionnelles qui sont absolument inconnues et qu'il y a un gradient social du cancer très clair, c'est-à-dire plus on est de milieu modeste, plus on est exposé à des polluants dans sa pratique professionnelle, donc nettoyage, les sous-traitants du nucléaire, etc. Et que c'est ça aussi, les pouvoirs publics ne s'y attaquent pas du tout. Absolument. Oui, à ce sujet, l'ANSES vient de sortir, c'est de ça dont tu voulais parler ? Oui. Non, pas Pestirive, mais sur l'ANSES vient de sortir un rapport sur le fait que les personnes qui sont sur l'entretien de surface sont extrêmement exposées à des produits dangereux. Et on est en 2025 alors qu'on sait quand même que le chlore c'est pas bon depuis quelques années. Et donc on vient d'avoir un rapport là-dessus. Alors d'abord, Attends. Par rapport, tu parles de Non, tu parles des détergents et des gens qui ont des pathologies suite à l'utilisation de ces produits. Juste une petite parenthèse pour que vous, à titre personnel, et puis dites-le à vos copains, vous n'utilisiez plus de détergent. Vous allez sur Internet, Rafa le grand ménage. Et vous avez toutes les solutions pour fabriquer les produits d'entretien du quotidien. C'est une petite astuce, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais ça vous rendra service et ça rendra service aux gens que vous connaissez et à vos proches. C'est fondé sur le savon noir, le bicard et le vinaigre blanc. Mais Rafa, le grand ménage, il y a toutes les recettes pour fabriquer le liquide de vaisselle, le liquide pour la machine à laver, peu importe. Et vous ne touchez plus, vous n'achetez plus un détergent. C'est véritablement, ils sont responsables de pas mal de pathologies, avec d'autres, mais... Et là aussi, c'est pareil, il n'y a aucune régulation. Hein. Je vais peut-être revenir sur ce dont vous avez parlé, de ce gradient social. On sait bien qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé, c'est sûr, mais pour ce qui est du gradient social, il fonctionne très bien avec les anomalies congénitales aussi. Donc, cancer, anomalie congénitale, il y a un continuum. Hein. On sait qu'il y a une cancérogénèse intra-utérine et on a certaines malformations qui font le lit de certains cancers. Ça, c'est une chose qui est connue. Je ne parle que des choses qui sont connues. Et pour ce qui est de ce gradient social, disposer de données permet justement de mettre en place des actions. Parce qu'on sait très bien, là, en l'occurrence, là, les malformations, les clusters qu'on a observés étaient dans des zones rurales. Mais on en a d'autres qui sont en zone urbaine. Et puis, il y en a d'autres qui sont liées aussi à l'offre de soins qui, clairement n'est plus la même. Avant la carte bleue n'était pas un facteur de dépistage néonatal. Maintenant, pas encore, mais dans certaines régions, c'est en train de le devenir et on le déplore. Et pour ce qui est de l'environnement, alors je ne parle pas des pathologies, j'allais dire des pathologies professionnelles de l'environnement et des anomalies congénitales. Il y a quelque chose qui est absolument terrible pour nous, pour notre domaine, c'est que ce sont donc les professions les moins protégées, celles où il y en a le plus sur le marché, c'est-à-dire les femmes de ménage, c'est-à-dire les gens qui travaillent, les coiffeuses aussi, tout ce qui est du domaine de l'esthétique, onglerie, femmes de ménage hospitalière, aide à domicile. Toutes ces professions-là sont le plus à risque d'exposition professionnelle, mais le plus terrible dans l'affaire, c'est la double peine, c'est que les malformations, elles se génèrent au cours du premier trimestre, c'est-à-dire au cours de la période où vous n'avez pas encore déclaré votre grossesse, donc vous ne pouvez pas être sur un poste protégé. Mais si vous le dites que vous êtes enceinte, il y a des forts risques, puisque vous n'avez pas encore déclaré, il y a des forts risques que vous ne gardiez pas cet emploi-là, parce que c'est un emploi où il y a du monde. Si vous êtes femme de ménage, on en prendra une autre. Donc les femmes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ne le disent pas.
Donc elles ne le disent pas et elles se retrouvent. Donc c'est un gros problème, cette question de la déclaration de grossesse à 6 semaines, qui à partir du moment où on est enceinte, ça vous protège, mais c'est dans la période antérieure que le risque malformatif est important. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est entre ces 0 et 6 semaines, pour avoir la possibilité d'avoir un accès à la médecine du travail qui connaîtrait votre état de grossesse et qui pourrait vous changer de poste sans pour autant vous mettre en danger vis-à-vis du poste que vous avez. Donc il y a une dimension, j'allais dire, moi je fais de l'épidémio, mais il y a une dimension évidemment sociale dans la recherche. Cette dimension, elle est sociale pour protéger les femmes enceintes, mais aussi pour repérer ce gradient social et géographique. Il ne faut pas l'oublier. Et genré, oui, mais là, tout à fait, mais là, comme il s'agit de femmes enceintes, bon, la plupart du temps, c'est quand même des femmes, mais c'est vrai quand même aussi que la question des femmes, elle est essentiellement mobilisée par les femmes. Je ne connais pas de directeur de registre de malformation, par exemple. Alors, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas, tu as parlé de Annie Thébaumony, juste pour clarifier les choses. Donc Annie Thébaumony était la compagne de Henri Pézra, qui a fait tout le travail sur l'amiante à Jussieu. Et je rappelle juste l'histoire parce que d'un point de vue social, c'est intéressant aussi. Quand ils sont descendus chez Effisol, donc une entreprise qui tissait de l'amiante, qui faisait des cordons d'amiante pour les isolants thermiques, en fait, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'une certaine manière la même enquête. Et c'est-à-dire que les travailleurs disaient, bah oui, mais lui, il fumait, mais oui, mais lui, il buvait, etc., etc. Et j'ai toujours en mémoire l'interview de Josette Rouder par Inès Léraud, qui avait fait une série sur Effisol, justement. Et Josette Rouder, qui en pleurant disait, mais nous, travailleurs, nous, au comité d'entreprise, on a demandé la réouverture d'Effisol, avant de s'apercevoir que ce n'était pas la cigarette, ce n'était pas l'alcool qui faisait que leurs camarades mouraient des cancers du poumon, mais que c'était effectivement l'environnement au travail. Donc voilà, je voulais juste redire ces éléments-là. La question du travail est fondamentale. Mais la question de l'emploi et de la préservation de l'emploi dans la question de l'alerte, on ne l'a pas abordée au cours de cette journée, elle est une des questions cruciales aujourd'hui, parce que la perte de l'emploi, l'insécurité sur l'emploi est vraiment quelque chose qui est prégnant sur l'alerte et sur le contrôle social de l'alerte à l'intérieur de l'entreprise. Donc voilà, je pense que c'était important de le dire. Je repose juste ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une expérience sur l'explosion des maladies oui, là, je vais ramener le micro. Oui, bonjour, moi je suis médecin dans un hôpital de jour. L'hôpital de jour, on a 80-90% de notre activité, c'est des chimiothérapies. L'hôpital de jour dans lequel je travaille, il a été créé il y a à peu près 11 ans. En 10 ans, notre activité elle a été multipliée par plus de 20. Tous les hôpitaux de jour en France ont une activité comme ça, à peu près au moins de 80% de chimiothérapie. Et tous les hôpitaux de jour en France explosent d'activité, partout. Et il y a des choses qui interpellent. On soigne des patients qui ont jamais bu d'alcool de leur vie, qui n'ont jamais fumé de leur vie, qui mangent les légumes du jardin. Et ces gens-là, ils meurent de cancer. Et donc, il n'y a pas que la faute des gens de soi-disant boire de l'alcool ou fumer du tabac. Il n'y a pas que ça. On se pose vraiment la question de l'environnement. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de registre avec des chiffres. Voilà, en Rhône-Alpes, on a autant de cancers du poumon, autant de cancers digestifs, ou autant de cancers cérébraux, neurologiques aussi. On n'en a pas des chiffres, alors qu'il en faudrait. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de registres qui sont créés au niveau des ARS. Et est-ce que vous travaillez en zone urbaine ? Non, je travaille à Albertville, donc on n'est pas en zone urbaine, non, on est plutôt en milieu rural. Plutôt dans les vallées alpines. Tout à fait. D'accord.
Oui, alors cette augmentation qui est constatée de partout, il faut pouvoir l'étayer parce qu'on pourra toujours vous dire, je ne suis pas celle qui le dit, mais on pourra toujours vous dire qu'on a un meilleur diagnostic, qu'il y a une autre prise en charge. Non, mais on pourra toujours vous le dire. Et donc il faut évidemment pas donner, il faut toujours penser qu'à partir du moment où on avance ce type d'observation, on s'expose à la critique. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour des données, évidemment. Et là, vous parlez des questions de cancer. Alors, lors d'une réunion au sein de mon CHU, j'ai appris, et je ne connais absolument pas, je connais quelques personnes qui sont responsables de registres de cancer, mais je ne connais pas la thématique cancer. Et j'avais lu, comme tout le monde, comme vous tous avez lu, on avait voté pour un registre national du cancer, à l'instar des autres pays européens qui disposent de ce type de registre pour avoir des données. Et toute contente, je m'étais dit, ah bah super, c'est le cancer qui nous ouvre la voie, et nous, on va suivre derrière avec nos malformations, puisqu'on fait le lit du cancer. Et je m'étais dit, chouette, ça y est, ça arrive. Et là, j'apprends, mais j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, qu'en réalité, il s'agit d'une pirouette sémantique et que il ne va pas y avoir, quand on nous dit un registre national du cancer, on se dit, ah ça y est, les petits registres éparses de cancer, eh ben, ils vont s'agrandir, on aura la France entière qui sera surveillée. C'est chouette, c'est ce qu'on avait compris tous, à moins que... Et en réalité, les données éparses sporadiques de registres elles vont toutes partir chez l'INCa, l'Institut national du cancer, qui va avoir une méga base de données, et ça s'appellera registre national parce que la base, elle est nationale. Et là, ça ressemble un petit peu à une entourloupe quand même, dit comme ça, puisque c'est la même chose, mais dans une base qui s'appelle registre national, puisque c'est géré au niveau national. Mais on aura, donc pour ce qui est des cancers pédiatriques, où on était à la traîne complètement, les dernières données, elles étaient très très anciennes, il y aura un progrès qui sera fait sur la collecte de données des cancers pédiatriques. Mais les cancers adultes, il y a eu 7 millions qui ont été déployés pour que l'INCa récupère cette base nationale, mais on n'aura pas de données. Alors, davantage. À la suite de ça, moi je voulais vous parler du Père Noël, puisque c'est la période. Non, plus sérieusement, je voulais vous parler du Père Noël parce que je fais référence au film La fille de Brest, où on voit le Père Noël. Donc j'imagine que presque tout le monde a vu ce film sur l'histoire du Mediator et d'Irène Frachon. Et je parle du Père Noël parce que en fait, ce qui débloque le dossier, c'est justement qu'une personne de la caisse d'assurance maladie téléphone à Irène et lui dit on peut se rencontrer, et lui dit mais moi dans les ordinateurs je suis capable de faire le lien entre la prise du Mediator et les pathologies, les valvulopathies cardiaques, et c'est ça qui va lui permettre d'avoir la donnée. Et alors moi je me pose une question, alors je ne sais pas si toi tu as cette capacité ou si quelqu'un peut l'avoir. Comment se fait-il qu'on n'a pas une automatisation du Père Noël, notamment sur le lieu de résidence dans les zones viticoles, avec l'apparition de certaines pathologies, parce que, comme certains prétendent qu'il y aurait un lien de causalité entre l'apparition de certaines pathologies et la proximité de zones viticoles, par exemple, mais après on a les zones industrielles, etc. Et comment on se fait ? On va aborder un point un petit peu technique, mais allons-y. Irène Frachon, elle a bénéficié des données de l'assurance maladie, puisque le Mediator était sur prescription médicale et que l'assurance maladie, elle dispose de toutes les données de prescription. Ça ne veut pas dire que la personne à qui ça a été prescrit a absorbé le médicament, mais on va faire le pari que si, sinon on ne s'en sort pas. Donc elle a pu faire un chaînage entre les données de l'assurance maladie avec les personnes qui, puisque c'était une maladie longue durée, une maladie très grave, l'hypertension pulmonaire, était aussi référencée au sein de l'assurance maladie pour les arrêts de travail, etc. Donc on pouvait croiser ça. Ça, c'est super. Mais on n'avait pas le nom de la dame,
évidemment. Pardon, et ils ont La fait dame la de même monsieur. chose sur les méningiomes et l'endrocure, c'est ce qui a Méningiome, permis... endrocure, pareil, exactement. On a les prescriptions, on a les hospitalisations, les traitements, soit chirurgicaux, soit médicamenteux, puisqu'on peut les retrouver. Et là, on croise, ça ne nous dit pas le nom de la personne, mais on sait combien il y a de prescriptions, on sait combien il y a de gens qui l'ont pris, et donc on peut avoir une idée de la prévalence, c'est le nom consacré. Mais ce sont des données totales, pseudo-anonymisées, ce sont des données, on ne peut pas retourner au dossier Princeps. Comme on ne peut pas y retourner, par définition, l'adresse, elle n'y est pas. Donc toutes les données qui sont dans les bases de données nationales, je pense au système national de données de santé, SNDS, je pense aux données de l'assurance maladie, elles permettent d'avoir de la bonne donnée pour des maladies graves, notamment parce qu'elles nécessitent une chirurgie, elles nécessitent une prescription. Donc on a une bonne idée, mais on n'a jamais demandé d'avoir un registre pour les méningiomes, par exemple, où ça peut donner une bonne idée, mais par exemple pour les cancers, ça ne permet pas d'avoir une bonne idée parce qu'une personne qui a un cancer, elle va être opérée plusieurs fois, ça ne nous dira pas, donc elle aura autant de cas que d'opérations par exemple, ou de chimio, donc on ne va pas retrouver la personne elle-même, mais on n'aura surtout pas sa résidence, donc ça n'est pas suffisant. Autant on a des pathologies qui vont très bien avec le SNDS, le Système national de données de santé, qui va rentrer, je fais vraiment de l'acronyme, dans le Health Data Hub, lequel Health Data Hub, il est parti sur des mauvais rails dès le départ, parce qu'il est parti sur Microsoft, il y avait une bêtise à pas faire, c'était de mettre un système national hébergé par un tiers qui n'avait pas les lois de la communauté européenne. Bon. Donc il a pris beaucoup de retard. Toujours est-il qu'il va finir par arriver sur les rails et qu'avec ce Health Data Hub, on va avoir des données, mais pas les données qui nous intéressent malheureusement. C'est ça qui est terrible. D'accord. Et alors, enfin, je parle aussi à la salle, hein, s'il y en a qui ont des idées, comment on peut peut-être évoluer là-dessus. Mais Bernard, tu voulais prendre la parole. Oui, moi je ne sais pas au niveau des données, c'est vrai que je n'ai pas le même type d'approche que la vôtre, j'ai une approche beaucoup plus pragmatique et clinique si vous voulez. Mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y en a beaucoup. Ben oui. Ça, je pense que peut-être que ça vous permet, c'est une parole en l'air, mais franchement, ce n'est pas une parole en l'air. Non, mais je ne vois pas comme une parole en l'air, mais je dis ça, mais si je suis ministre de la Santé et quelqu'un vient me dire il y en a beaucoup, je dis oui. Moi je ne suis pas ministre de la Santé, Dieu me garde. Non, mais pour mettre en place. Mais voilà, je voudrais quand même revenir en amont de la déclaration, de la survenue des pathologies sur deux éléments dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Je ne sais pas si les perturbateurs endocriniens, ça vous dit quelque chose. Vous savez ce que c'est? Vous savez comment ça fonctionne? Bon, vous savez qu'il y en a partout, hein, dans tous les compartiments de notre existence, pour les plastiques souples, les plastiques durs, les retardateurs de flamme, les dioxines, les fluorés, les bromés, etc. Vous êtes au courant de tout ça. Vous savez que ces perturbateurs endocriniens, s'il y en a beaucoup, c'est parce que précisément, ils échappent complètement aux règles de la toxicologie habituelle. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes effets chez un homme et chez une femme, ils n'ont pas les mêmes effets selon la période, et vous parliez tout à l'heure de la période embryonnaire et fétale, et cette période embryonnaire et fétale, elle est déterminante pour les pathologies à venir. Et ça ne va pas se déclarer tout de suite, ça peut se déclarer 10, 15 ans après. Donc ils ont un effet retardé. Ils ont un effet transgénérationnel. Je pense qu'à l'affaire du Distilben, ça parle à tout le monde, peut-être. Hein, ces femmes à qui on a donné un produit pour les soigner, enfin prévenir les fausses couches, produit qui n'avait aucune efficacité pour ce pourquoi il était prescrit, mais qui a donné chez la descendance, la fille, la petite-fille, l'arrière-petite-fille, des cancers, et y compris chez le garçon. Donc, c'est des produits qui sont transmissibles. C'est des produits qui sont bioaccumulables. C'est-à-dire qu'on les a par petits, on les inhale tous les jours par petites quantités, mais ça s'accumule dans notre organisme. Et c'est ça qui finit par avoir... Donc, si vous voulez... Et puis, ils agissent souvent tous ensemble. Là, on est exposé à plusieurs choses. Hein. Mes vêtements, ça... il y a plusieurs... Donc, c'est l'effet cocktail. Ils se potentialisent les uns les autres. Et donc, si vous voulez,
disons, des propriétés très spécifiques, et c'est pour ça qu'ils échappent aux règles toxicologiques actuelles, et c'est pour ça qu'il y en a absolument partout, hein, dans notre environnement personnel. Le deuxième élément dont je voudrais vous parler, j'espère que je ne vais pas trop vous saouler, c'est, en ce qui concerne l'alimentation, c'est l'alimentation telle qu'elle se présente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une majorité d'aliments qu'on appelle ultra transformés. Et ça, il est démontré que ça a un effet néfaste en termes de déclenchement des pathologies. Ça, il y a plusieurs effets, si vous voulez. Il y a un travail qui a été fait par M. Lustig qui démontre qu'il y a 8 mécanismes qui font que ça déclenche des pathologies. Je ne vais pas vous les infliger maintenant. Un aliment ultra transformé, qu'est-ce que c'est? C'est un aliment de départ qu'on a complètement fractionné et qu'on a avec des systèmes de cracking. Le blé, par exemple, le grain de blé, il a 8 composantes. Et on peut faire pareil avec le maïs, avec les œufs, avec le lait, tous les produits authentiques. Et après, les industriels alimentaires, ils piquent un truc d'un côté, un truc de l'autre, un troisième, et ils font un produit qu'ils appellent un aliment. Parce qu'en plus, ils y rajoutent des additifs. Et ça, les additifs, c'est particulièrement nocif également. Et ils y rajoutent des arômes. À propos des arômes, quand vous voyez sur l'étiquette arôme naturel de citron, c'est probablement un arôme naturel de citron. Si vous voyez arôme de citron, c'est déjà un peu douteux. Si vous voyez arôme citron, c'est des produits chimiques. D'accord? Donc c'est important de bien regarder parce qu'ils ont toute une série d'astuces marketing, si vous voulez. Et en plus de ces additifs, ils y rajoutent des produits, des solvants, comme l'hexane par exemple. L'hexane qu'on utilise avec les céréales pour séparer l'huile et le grain. Et ces solvants-là, on les retrouve pas sur les étiquettes. Hein, et ils sont particulièrement toxiques. Je veux dire qu'il y a 2 éléments, les perturbateurs endocriniens dans leur ensemble, mais là on peut difficilement y échapper, et l'alimentation ultra transformée, ça par contre, on peut peut-être faire un peu plus attention et éviter, bien que dans les supermarchés, ça fait 70% des produits qui sont là sont des aliments ultra transformés. Mais on peut éventuellement, quand on a la chance de pouvoir, s'approvisionner autrement et ailleurs. Mais je voulais insister sur ces 2 réalités-là, qui sont des réalités contemporaines très pathogènes. Alors, est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez nous voir aborder et qu'on n'a pas abordé, peut-être? Deux. Merci. Ce n'est pas un sujet, c'est vraiment une question de curiosité et assez naïve sans doute. Est-ce que ce caractère transformé des aliments est comptabilisé dans le Nutri-Score ou pas du tout? Comptabilisé dans le Nutri-Score Ah, pas du tout. Voilà, ok. Pas du tout. Et il n'y a aucune chance qu'il le soit un jour? Non, le Nutri-Score, non. Le Nutri-Score, c'est un score, si vous voulez, qui a le mérite d'exister, qui a été mis en place par un Français d'ailleurs, mais qui est ciblé sur ce qui est nutritionnel. Il y a d'excellents produits comme le foie de morue, par exemple, il a un Nutri-Score dramatique, parce qu'il est gras. Donc c'est un score qui est très imparfait. Bon, il a le mérite d'exister, ça a modifié quelques pratiques au niveau des industries. La preuve, c'est qu'il y a un certain nombre d'industriels qui ne veulent pas l'utiliser. Et s'ils ne veulent pas, c'est que ça a une certaine efficacité, bien évidemment. Mais le Nutri-Score est un score modeste. C'est bien qu'il existe, mais il ne nous dit pas tout. Et en tout cas, rien sur l'ultra-transformation. Je voulais soulever la question du lobbying et des conflits d'intérêts, parce qu'on a quand même l'impression d'être gouverné par les industriels de l'alimentation, les industriels des produits ménagers, des lessives. On s'aperçoit qu'il y a 3 ou 4 gros fabricants dans le monde qui n'ont de... Voilà, c'est tous les mêmes. Nestlé pour la bouffe, Bang et Olufsen, non, ça c'est les banques. Mais il y a un truc pour les lessives et tout ça. Et puis on les retrouve en plus dans les couloirs de l'Assemblée nationale ou qui chuchotent à l'oreille du président.
Et on se dit après, en plus, ceux qui contrôlent, par exemple, vous avez parlé de l'AF, l'Agence pour le médicament, là ça a changé de nom, mais les organismes contrôleurs, souvent, on s'aperçoit que les médecins, par exemple, qui contrôlent, qui font les études de contrôle, de sécurité du médicament, et ben en fait, ils sont rémunérés aussi par les laboratoires qui fabriquent ces mêmes médicaments, donc ils sont jugés partis. Enfin bref, voilà la question du conflit d'intérêts, et puis nous, là-dedans, comment on fait pour s'en défendre ? Oui, moi ce que je peux dire, c'est que la mécanique générale d'autorisation de mise sur le marché était effectivement absolument pas... Elle n'a pas la transparence et la dignité qu'elle devrait avoir. Il y a un travail de lobbying, mais ça fait partie des stratégies des industriels et de la grande distribution. Je pense qu'ils sont tous très concentrés. Je crois qu'il y a 70 industriels en France. Il y a 6 groupes de grande distribution. Les semenciers, les pesticides, c'est pareil. Tout est très concentré, si vous voulez. Donc, ils ont, vis-à-vis des politiques qui sont toujours, ou des leaders politiques qui ont vraiment du mal à prendre les décisions pour le bien-être et l'intérêt général. Et là, alors il y a sûrement il y a du lobbying, bien évidemment. Hein, c'est professionnel chez eux. Et puis, peut-être même... ça va peut-être au-delà, hein, c'est peut-être la compromission. Mais il faut se dire quand même on a mis en place des mesures barrières, il y a des déclarations de conflit d'intérêt. Moi, quand j'ai commencé, je ne faisais pas de déclaration de conflit d'intérêt. Et maintenant, je l'ai fait. Je ne veux pas dire par là que c'est parfait. Mais je ne voudrais pas qu'on ait une sorte de discours paradoxal, ce genre de discours qui rend fou, qui d'un côté dit la santé n'est plus une question personnelle comme elle a été perçue pendant très longtemps, pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée de la sécurité sociale, on va dire. Hein. C'était une question, c'est ton problème la santé, donc tu payes, tu cotises, tu prends une mutuelle, enfin ça a commencé comme ça, hein, les mutuelles avant la sécurité sociale, c'est-à-dire par corps de métier pour se protéger, et puis ensuite arrive la sécurité sociale, on comprend que la santé c'est un petit peu une affaire collective, mais on continue à n'écrire que sur les carnets de santé, maman ne donnez pas de vin à votre enfant, des choses comme ça, donc ce ne sont que des questions individuelles, puis on leur dit mangez ci, ne mangez pas ça. Donc si on veut dire que c'est une question collective, la santé, dire ne mangez pas ci, ne mangez pas ça n'est pas suffisant parce que c'est complètement paradoxal. Ça vient encore dire c'est de votre faute si vous arrive quelque chose, alors que la question elle est pas là. La question elle est pour l'alimentation, par exemple, on a parlé du Nutri-Score qui peut-être ne voit pas l'alimentation ultra-transformée, mais s'il y en a qui s'y opposent, c'est justement ceux qui font des produits ultra-transformés parce qu'ils ne passeraient pas. Ils auraient un score dégueulasse. Donc, elle ne le prend pas en compte, mais elle le prend un peu en compte quand même. Voilà ce que je voudrais dire pour ramener un petit peu d'espoir, même si... Non, mais pourquoi ils ne le veulent pas ? Pourquoi Nestlé ne le veut pas ? Parce qu'ils rajoutent en plus des matières grasses et du sucre. Parce que les petites barquettes Lu, elles auraient un D, ça c'est sûr. Et c'est évident. Donc là, c'est une question éminemment politique et sociale, et c'est des choix que nous faisons. Est-ce qu'on veut protéger, prévenir ? Et dans ce cas-là, il y a une politique à hauteur de la prévention. Je me souviens, c'est terrible, mais je me souviens en 2017, le leitmotiv, hein, c'était « Nous ferons la révolution de la prévention ». Moi, je voyais déjà, fouette cocher, ça y est, on va y aller, la révolution de la prévention. Et on a fouetté le cocher, on a bien reculé quand même. Hein. Et ça a été assez terrible. Voilà. Alors, j'avais une question pour toi. Puisque tu es une alerteuse par profession, oui, en fait. Oui, c'est ça. Mais en fait, toi, tu alertes a posteriori. J'alerte a posteriori. Moi, j'avais une question pour les sociologues. J'ai vu plein de sociologues et j'en parle d'autant plus que je me rends compte de l'âge des lanceurs d'alerte. Il est élevé. Alors, il y a un biais énorme, c'est que pour alerter, il faut avoir des responsabilités et en général, plus on est vieux, plus on en a. Donc, c'est un biais manifeste. Mais en discutant un petit peu, notamment à l'hôpital, avec des collègues beaucoup plus jeunes, j'entends des choses comme « Oui, mais tu sais, avant de dire, il vaut mieux demander à la com. »
À la communication. Oui. Et ce sont des jeunes qui sont formatés et qui disent mais moi j'ai pas pris de cours de communication, comme si j'en avais pris. Et moi j'étais dans mon petit coin tranquille et jamais j'aurais pensé un jour devoir parler en public. J'ai pas pris de cours de communication, donc il vaut mieux si jamais il y a quelque chose, demander à la com de valider ce que tu vas dire. Et là, je me suis dit, on est quand même mal parti d'une génération qui demande à la com de valider des données scientifiques. Parce que nous, c'est de ça dont il s'agit. Et voyant ça, je m'apercevais aussi que les lanceurs d'alerte avaient quand même un certain âge. Et je me demandais si ça n'était lié qu'à ce biais de responsabilité qu'on avait plus on vieillissait, ou si il y a une modification dans la formation, et je parle notamment en médecine, à l'hôpital, où je n'ai jamais tant vu, et j'y suis rentrée il y a très longtemps à l'hôpital, je n'ai jamais tant vu de gens qui me disent c'est l'apocalypse, c'est horrible, et quand il faut prendre la parole en public, disent globalement ça va pas trop mal. Voilà. Oui, alors pourquoi je te posais la question a posteriori, je reviens quand même à ma question. Pardon. C'est que l'alerte, en tous les cas, est là une dimension de prévention du risque, ou en tous les cas, alors bien évidemment de trouver des mesures a posteriori pour éviter qu'ils ne se reproduisent, et c'est le cas en tous les cas, même s'il y a des dysfonctionnements, mais comment, dans ton cas, par exemple, on échappe à la controverse scientifique ou à la controverse des influenceurs, sachant que, bien évidemment, quand tu arrives 9 mois après, les traces des pesticides, si on pense que c'est eux qui sont en cause, ont forcément disparu. Oui, d'autant que nous, en épidémie, quand on fait une étude, on ne peut jamais statuer a posteriori sur une cause. Il faut avoir une cohorte conçue au long cours pour s'apercevoir que telle substance produit tel effet. Eh bien, ce qu'il y a, c'est que moi, j'aurais rêvé qu'on puisse faire des études pour avoir de la data, et on en a peu. Et pour tout vous dire, là, en ce moment, on a en cours une étude, et là, je tiens à le redire, à saluer la société civile. C'est l'association Nous volons des coquelicots, que vous connaissez peut-être, sûrement, qui nous a dit, nous, dans notre région, qui est le Haut-Beaujolais, puisqu'à Lyon, on n'est pas loin du Beaujolais, on a remarqué qu'il y avait plus d'enfants porteurs de malformations qu'à Lyon, parce que ces gens-là, ils travaillent à Lyon et ils voient dans les écoles, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner les données ? J'ai mon petit mantra à moi qui dit données publiques, puisque nos données sont collectées sur des fonds publics, il n'y a pas de raison que le public ne puisse pas en bénéficier, évidemment avec toutes les garanties d'anonymat, etc. C'est de la donnée sensible. Donc évidemment, on part là-dessus. Ensuite, pour n'importe quelle étude, il faut un financement. Et là, c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce qu'on fait contre les influenceurs, contre les lobbies, etc. Eh bien, il faudrait avoir des études robustes. Et vous pouvez faire le tour de tous les appels d'offres, tous les appels à projets, des études. Et il n'y a jamais, et j'ai commencé en 2003, je n'ai jamais eu ou répondu à un appel à projet sur une étude recherchant certains facteurs environnementaux des malformations. Jamais. C'est vraiment un domaine qui est ignoré. Et je n'arrive pas à croire que ce ne soit qu'une question de lobby. Je pense qu'il y a aussi un impensé, il y a quelque chose, il y a un tabou avec les malformations. Je pense que peut-être l'intégration, c'est aussi peut-être des pathologies dans le Beaujolais, je trouve pareil. Il y a des cas de leucémie. La génération les capteurs. Oui, c'est ça qui est fou, c'est que les capteurs... C'est pour ça, moi je suis désolée, mais quand on me dit que j'accuse l'État de trucs, là, on a les dispositions générales, c'est ne pas mettre en deçà de 5 ou 25 mètres, je crois que c'est 25 mètres, des vignobles
des personnes, donc parce qu'on serait à risque. Or, Génération Future a mis des capteurs et à 700 mètres, on avait... Oui, et là c'était 700 mètres dans le Beaujolais, on avait des mélanges, des cocktails absolument dangereux. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire aux citoyens, vous êtes protégés à 25 mètres, alors que quand une association indépendante, qui n'a pas le fric de l'État, donc qui peut dire ce qu'elle veut, et qui a des méthodes tout à fait scientifiques pour aller mesurer les capteurs. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans ces zones depuis des années? Pourquoi tu es intervenu? Parce qu'on s'est battu sur comment on fait la preuve sur les leucémies. Oui. Et là, le centre Léon Bérard, qui avait essayé de prendre des échantillons de sang, a été infoutu de dire ce qu'ils avaient fait de ces échantillons de sang et qu'est-ce qui s'est passé sur le cancer. Donc on enterre le cancer, les leucémies des enfants dans le Beaujolais. Et comme dans le Beaujolais, les maires sont tous agriculteurs ou copains d'agriculteurs, ils ne veulent même pas nous entendre. Donc voilà, si vous voulez, on a des complicités d'élus locaux, on a des non-volontés, alors je ne sais pas qui dirige ça, je ne veux pas le savoir, je veux juste me dire que si je défends ma santé, celle de mes enfants, je dois pouvoir obtenir des responsables qui prennent leurs responsabilités. Et puis, tu disais, Bernard, régulation, réglementation, parlons de ça aussi. On est encore au Moyen-Âge sur les dosages. Alors, si tu as ça de dosage de plomb, ça va. Si tu as ça de dosage d'arsenic, si tu as ça de dosage, mais le cocktail, à toute petite dose, on ne veut pas en parler, parce que c'est ça le gros souci. On n'a pas parlé de l'infertilité, on a parlé des maladies, et on n'a pas parlé, et je suis désolée, mais c'est le grand sujet, des polluants éternels, des PFAS. On en a dans toute la France, dans les eaux, et ils viennent d'où? Donc voilà, je veux dire... Est-ce que nous sommes en train de délirer complètement et d'avoir peur? Je pense, ou est-ce par exemple, ce sont des choses qui sont là? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Les radars pédagogiques qui sont installés sur le bord des routes, on te dit que tu es à 60 alors qu'il fallait être à 50, ça te permet de lever le pied. On n'a jamais pensé que ça pouvait être les habitants qui les installent. Et non, c'est évidemment quelque chose d'officiel de l'État. Or, les capteurs des molécules ambiantes dans l'air, ce sont des associations qui les installent. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, déjà rien que ça. Rien que ça. On n'a jamais vu des feux rouges mis par quelqu'un qui dit « Tiens, moi je vais mettre un feu rouge parce qu'il y a trop d'accidents dans ma commune. » Évidemment, on est bien d'accord pour dire qu'il y a quelque chose vis-à-vis de la prévention des risques de santé. Certainement parce que la santé est encore vue comme quelque chose d'individuel et non pas collectif. Certainement. Et pas que. Je suis d'accord. Oui. Et les associations ou ne pourraient pas... Oui. Mais je me dis que ça ne sert à rien de donner de l'argent à la Ligue contre le cancer pour financer de la recherche, alors que les industries chimiques fabriquent les produits et nous les dispensent gracieusement. Non, évidemment pas. Et ça sert à quoi? Donc je me dis, pourquoi à ce moment-là ne pas susciter de la part de ceux qui donnent à la Ligue contre le cancer des fonds pour financer des recherches ou des statistiques que vous n'avez pas? Parce que finalement... Il y en a marre de tous ces gouvernants qui font rien. Chaque année, on sort un scandale. Bon, moi, j'ai connu le premier, c'était l'amiante. Mais en fait, il y en a tout le temps. Tous les jours, on nous en sort un autre, que ce soit en chimie ou en santé. Enfin, je veux dire, on connaît les algues vertes, tout le monde a compris, mais il n'y a rien qui se fait.
Donc je me dis, après tout, quand on dit que le suicide de l'espèce, il y a peut-être des gens qui ont des enfants qui n'ont pas envie de se suicider. Donc peut-être qu'il faudrait effectivement faire autrement et se retourner peut-être plutôt vers ceux qui donnent à des associations qui servent à rien. Parce que bon, la Ligue contre le cancer, peut-être ça fait des recherches sur le cancer. Moi j'ai eu 2 cancers, donc voilà, c'est pour ça que je donne à la Ligue. Mais je me dis que finalement, il vaudrait mieux donner à des professionnels qui font des vraies recherches sur les causes. Les causes. C'est pas un cataplasme, un médicament. Si les associations font ces recherches actuellement, c'est que l'État ne les fait pas. Hein, c'est parce qu'il y a une défaillance, c'est évident. C'est pareil pour toute une série de services, les services à domicile et d'autres. Mais juste une petite information qui date d'aujourd'hui, donc ça ne peut pas être plus récent, plus chaud, un résultat d'une étude de Pan Europe, qui est un organisme, une ONG européenne, qui vient de publier une étude, comme tu parlais des PFAS, enfin des perfluorés, qu'on rencontre un petit peu partout aussi. Eh bien, ces perfluorés qui sont des persistants, parce que dans les perturbateurs endocriniens, il y en a qui ne sont pas persistants, d'autres qui sont persistants, les PFAS le sont. On trouve dans les 16 pays, tous les échantillons qui ont été testés pour les céréales, on trouve 88,6% de ces échantillons la présence de PFAS. Dans les céréales, c'est-à-dire le pain, le blé, les pâtes, tout ce qui est à base de voilà. Avec le métabolite, le PTA. Juste une petite observation d'ancien, de vieux, tirée de l'expérience. Il ne faut pas sous-estimer notre capacité d'action individuelle, mais surtout collective, dans l'accès aux informations. Il y a quelque chose qui est méconnu, y compris des écolos, qui est le Code de l'environnement, le L124-1 et suivant, les articles L124-1 et suivant du Code de l'environnement, en particulier le L124-2, qui dit que les informations relatives à l'environnement sont beaucoup plus accessibles, y compris lorsqu'elles sont préparatoires à des décisions, que les documents administratifs qui ne sont communicables qu'une fois qu'ils sont terminés. Donc, et pire ou mieux, parmi les informations relatives à l'environnement, les émissions de substances sont communicables à toute personne qui en fait la demande sans pouvoir soulever le secret des affaires, par exemple. Et donc, nous avons, parce que je suis membre d'un conseil d'exploitation des régies eau et assainissement de la métropole qui vous ont permis de boire de l'eau qui ne contient pas de PFAS, y compris, nous l'avons vérifié, et qui est en régie publique, nous avons demandé des informations de ce type sur les eaux minérales naturelles, le dossier Nestlé. Nous avons demandé des informations du même type sur les rejets d'Arkema à Jarry, en face des champs de captage de l'eau que nous buvons. Et dans les deux cas, c'est une bagarre, c'est une action, mais si personne ne l'amène en accès aux informations, eh bien, on se retrouve avec une inégalité du point de vue de la réflexion collective et de la démocratie. Oui, mais je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais vous pouvez disposer de super informations environnementales. Nous, on a travaillé sur incinérateurs et malformation de l'appareil urinaire. On avait des infos sur les émissions de dioxines, métaux lourds, etc. On est allé même faire des carottages dans le sol. Sur les dioxines du trafic routier, on disait sur la D288 Météo France, il y avait quoi qui est passé, 3 camions, etc. J'étais impressionnée par le niveau de précision de ces informations. Mais vous avez des informations d'une émission toxique. Comment vous pouvez faire le lien entre cette émission toxique et telle ou telle pathologie ou anomalie congénitale? Puisque quand toi tu parles des leucémies, nous à Lyon nous avons un immense centre de lutte anti-cancer, qui est le centre Léon Bérard, et nous n'avons pas de registre de cancer. Donc elle va avoir des leucémies parce qu'on lui a dit il y a des leucémies. Mais moi, qui travaille et qui n'a pas envie qu'on fasse une étude, je lui dis, oui, mais attendez, madame,
Vous me dites, vous avez des leucémies, mais si ça se trouve, les 12 leucémies qu'il y a dans le Rhône, elles étaient là, puisque vous ne savez pas où sont les autres. Peut-être qu'elles sont nulle part ailleurs, vous n'avez pas d'excès de cas, donc il n'y a pas lieu de faire une étude. Nous avions 12 leucémies attendues pour telle population, puisque c'est telle prévalence. Vous m'amenez 12 cas, mais si ça se trouve, c'est les seuls 12 du Rhône. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet. Donc on n'a pas les informations, on n'a pas les données de santé. C'est ça qui est important, c'est que vous pouvez... je vais faire un hommage à Benoît Vallet, qui était le patron de l'ANSES et qui a vraiment mis son point d'honneur à améliorer les données environnementales. On a amélioré la collecte de données environnementales à un niveau de précision. On était même sur l'unité statistique de 2000 habitants, ce qui est déjà pas mal quand même comme unité de précision. Et on est tout content d'avoir des super données environnementales, mais en face, il faut bien leur mettre des données de santé. On ne les a pas. Donc, vous arrivez avec vos données, vous dites, c'est comme ce qu'on a appelé l'épiceur, etc. Vous pouvez avoir n'importe quoi dans les cheveux, et alors ? Si vous me dites qu'il y a des cancers, mais si ça se trouve, les cancers qu'il y a autour de chez vous, ils n'ont rien à voir avec ça. Il faudrait que j'ai les données sur tous les cancers de cette zone. Et vous repartez comme vous êtes venu. C'est ça la difficulté. C'est qu'on a beaucoup amélioré les données environnementales, et ça, il faut en être content. Mais les données de santé, il y a toujours ce problème. Et on ne peut plus avancer des arguments d'ordre de liberté individuelle, du secret médical. Ils ne peuvent plus être avancés. On a la possibilité d'accéder au dossier. Nous tenons un registre des refus, parce que c'est obligatoire, c'est la loi. Il a 0 personne. Jamais une seule personne. Imaginez les parents, vous avez un enfant qui est porteur de malformation, on vous dit on va essayer de comprendre ce qui se passe, ils disent non, ça n'existe pas. Les gens, ils veulent tous savoir ce qui s'est passé, tous. Je n'ai jamais eu un refus. Donc, ce n'est pas une question de données sensibles, elles sont protégées, on a des garanties, on a des systèmes, la cybersécurité, c'est notre boulot, on sait faire, et on n'a pas des données à mettre dedans. Bonsoir, déjà merci pour vos interventions qui sont hyper intéressantes depuis tout à l'heure. Moi j'ai une petite question, c'est une réflexion que j'ai eue quand vous parliez des générations des lanceurs d'alerte. Vous disiez qu'il y avait une génération qui peut-être allait plus vers la communication entre guillemets pour poser leurs questions. Et en fait, au fur et à mesure de l'après-midi de la soirée, je me demandais si le fait que les jeunes portent pas l'alerte, est-ce que l'alerte c'est pas une question aussi de classe d'un point de vue sociologique, dans le sens où il faut déjà avoir une condition qui permet de se mettre dans une forme d'insécurité, que ce soit une condition qui apporte un certain capital culturel, social, économique, et que c'est pas tant la génération qui fait qu'on n'est pas lanceur d'alerte, mais peut-être plus la classe sociale et, si on peut parler de classe sociale, ou en tout cas la condition dans laquelle on se trouve, économique, sociale, culturelle. Parce que je sais qu'il existe de jeunes lanceurs d'alerte, mais c'est un peu la question que je me pose aujourd'hui au vu des profils qu'on rencontre, etc. Je le pense aussi, mais n'étant pas sociologue du tout, je n'ai pas les capacités, les compétences pour vous répondre. Moi aussi, c'est une réflexion que je me suis faite, et je me suis même dit, tiens, après nous, notre génération, il y a eu toute une génération de gens qui ne votaient pas. Et puis il y a une nouvelle génération de gens qui se mobilisent. Est-ce que c'est lié ? Parce que la génération dont je vous parle, c'était justement des gens qui n'étaient pas intéressés par la chose publique. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils avaient eu plus de chance ou moins de chance ? J'en sais rien. Je n'ai pas les éléments et les compétences pour l'analyser. Mais vous avez sûrement, c'est un élément à entrer dans la réflexion. Oui, peut-être pour rebondir sur ce sujet. Alors, je n'ai pas de base de données, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais nous, on s'aperçoit que les lanceurs d'alerte qui nous saisissent, donc on commence à avoir des masses assez importantes, c'est plutôt des publics cadres. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui, à la fois, ont accès à la donnée. Et donc c'est une première question, et puis c'est des gens qui sont aussi à un moment de leur carrière où il y a beaucoup de choses, enfin il y a certaines choses qui sont derrière eux et qui vont se sentir plutôt à l'aise à le faire. Et il y a aussi, je crois, la question de la précarité de l'emploi. Et nous, on s'aperçoit que soit on a moins de lanceurs d'alerte, soit on a des lanceurs d'alerte qui sont victimes de représailles de manière assez systématique lorsqu'ils sont en situation précaire. Et le pire, c'est notamment dans le domaine sanitaire, social ou
petite enfance, les contrats précaires. Vous avez des lanceurs d'alerte et ils sont particulièrement courageux parce que la première sanction, c'est la non-renouvellement de contrat. Et alors le non-renouvellement de contrat d'un agent public, c'est très compliqué à aller défendre ensuite. Donc voilà, donc je pense que ça c'est un ensemble de facteurs qui peut expliquer pourquoi c'est plus difficile d'être lanceur d'alerte. En tout cas, ça vient moins à l'esprit d'un jeune. Oui, moi je voulais juste apporter peut-être un complément parce que tout à l'heure vous avez parlé des 25 mètres sur les zones d'épandage, etc. Donc c'est l'arrêté du 4 mai 2017 dont vous parlez. Ce que je voudrais dire, je donne juste une expérience puisque on a travaillé cette procédure avec Raymond Avrier. C'est que en fait la distance d'épandage c'est 0 mètre de la limite de propriété. Parce que le franchissement de la limite de propriété transforme le produit phytopharmaceutique en un produit chimique qui a perdu son utilisateur, donc il est devenu un déchet. Et donc c'est un dépôt de déchets à 0 mètre. Et que, aussi bien il peut y avoir de la controverse scientifique sur la question du lien de causalité entre l'exposition et les conséquences, aussi bien sur le dépôt sur un terrain, et puisque Génération Future a effectivement mis des autocollants sur les fenêtres, etc., mais juste la prise d'un échantillon d'herbe en limite permet de montrer ça. Alors je le dis parce qu'on a une procédure devant le Conseil d'État en ce moment, puisque j'ai demandé au ministre de prendre des mesures réglementaires d'interdiction des dérives, c'est-à-dire de franchissement de la limite de propriété. Puisque la propriété est un droit sacré et inviolable, je leur ai dit, ça tombe bien, et qu'il ne peut y être porté atteinte que pour des raisons d'utilité publique. Alors, je vous le dis, la ministre nous a répondu qu'il y avait de l'utilité publique, mais avec une atteinte à la propriété, mais qui était proportionnée du fait de la souveraineté alimentaire. Donc, il y avait une utilité publique. Et alors là, on lui a répondu, oui, mais elle n'est pas légalement constatée. Alors là, le Conseil d'État, qui avait déjà déposé son rapport, a rouvert le dossier. Et là, pour l'instant, je pense qu'ils se font des nœuds à la tête pour voir comment ils vont jouer sur la limite de propriété et sur l'atteinte à la propriété privée, alors que ça n'est pas légalement constaté. Qui plus est, on leur a demandé de poser une question à la CJUE, puisque l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux dit que ça doit être constaté par des lois, et que nous avons, je le dis parce que ça c'est merci à Giovanni Prête et à Jean-Noël Jouzel qui m'ont transmis ce document, il y a une décision de la Cour d'appel de Reims qui constate une atteinte à la propriété par les dérives de pesticides sur un exploitant de champagne en bio qui en a fait la preuve. Et donc, on a effectivement aujourd'hui une trace judiciaire de l'atteinte à la propriété. Donc, en tous les cas, c'est une piste, mais il est clair que la prise d'échantillons et l'analyse de ces échantillons, là, pour le coup, est difficilement contestable. Reste à faire, effectivement, la preuve du lieu d'émission du dépôt. Mais en tous les cas, là-dessus, on n'est plus à 25 mètres, à 5 mètres, etc. On est à 0 mètre dès que ça franchit la limite de propriété. En tous les cas, en l'état du droit actuel, puisqu'il n'y a pas de loi qui autorise les dérives, clairement, on a un recours sur l'atteinte à la propriété. Voilà. Sur un financement propre qui nous fait les études là-dessus. On n'arrive pas, nous, quand on a des suspicions sur des pollutions industrielles autour d'une usine ou sur... on n'arrive pas à obtenir des services de l'État qui viennent faire des études de terrain. Le scandale à Lyon de Pierre Bénite, c'est quoi? C'est sorti parce que on a cofinancé, des associations comme Génération Future et d'autres ont cofinancé le travail d'un journaliste indépendant de Vert de Rage. Il a publié, donc il y a eu une émission de télévision et le scandale est sorti. Alors, entre parenthèses, moi j'adore parce que ça fait 30 ans qu'on sait que tout ça, ça existe, mais tout d'un coup ça sort. Les politiques tout d'un coup se disent « Oh là là, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe là ». Bon, ceci dit,
c'est parce qu'on a financé, c'est parce qu'il a fallu que des salariés retraités de l'usine d'Arkema montrent à quel endroit du Rhône Arkema déversait des eaux polluées à tout ce que vous voulez, et donc eux, retraités. Mais on a un mal fou à avoir, même en anonymat, des témoignages de syndiqués, de salariés. C'est absolument un poids qui pèse sur eux qui est absolument terrible. Donc nous, on se débrouille avec ce qu'on peut. Et ce que vous me dites, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on essaye de les coincer. Là, il y a le procès sur BASF. Il faut qu'on trouve les biais, mais c'est les lois, la manière dont on les interprète, le juridique. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Adréal. Mais nous, l'Adréal, sur BASF Genève, ils ont joué le jeu formidablement. Et ils sont allés faire les inscriptions et ils ont sorti leur rapport. Sauf que on nous a dit, mais là, ça déborde du cadre des missions de l'Adréal. Donc, ça va passer au ministère de l'Agriculture, donc brigade, machin, ça a mis 4 mois et on n'a toujours aucune conclusion. Donc effectivement, c'est vraiment un gros truc. Mais bon, par rapport à ce qu'on disait, il n'y a peut-être pas des jeunes lanceurs d'alerte, mais par exemple, nous, on a beaucoup travaillé avec la Fondation Sciences Citoyennes, et ils organisent des tas de choses où ils mêlent des scientifiques et des associations pour essayer de voir comment, ensemble, on peut faire avancer les questions. D'accord, peut-être juste, mais je te redonne tout de suite la parole. Moi, j'ai découvert quelque chose sur un chantier pharaonique. Donc aujourd'hui, les employeurs font signer sur certains chantiers des engagements de confidentialité avec poursuite contre les travailleurs, ce qui pose un vrai problème sur la question de l'alerte en interne. Parce que là, aujourd'hui, on a, là, sur ce chantier-là, en l'occurrence, avec des arrivées d'eau de plus de 100 litres seconde, donc des atteintes à l'environnement, article L124 et suivant. Et là, plus personne ne parle, parce qu'ils sont tous, y compris les pompiers qui interviennent sur le chantier, soumis à des clauses de confidentialité. Donc là, ça pose aussi d'autres problèmes. Je repasse la parole et puis je propose qu'on une dernière petite chose, une conclusion. Parce que je suis un petit peu traumatisé par ce que vous dites, parce que vous avez l'air de dire qu'on peut démontrer l'exposition, mais en dehors de l'exposition, on ne peut pas démontrer grand-chose. Il y a quand même des pathologies avec lesquelles on a fait un lien direct pour l'exposition aux pesticides. Le Parkinson, le lymphome, le myélome sont des maladies professionnelles. Donc, si ce sont des maladies professionnelles, c'est bien qu'on a montré une causalité entre les deux. Et je dis pas qu'on ne peut pas la montrer, mais on l'a montré grâce à la cohorte Agrican, par exemple, et donc grâce à de la donnée. C'est qu'on a suivi, pareil une cohorte pour le chlordécone. Alors, chlordécone, c'est encore un autre sujet, mais pour la cohorte Agrican, qui a permis de montrer un excès de cas de Parkinson, un excès de cas de certains cancers chez les agriculteurs notamment, et donc ça a été déclaré maladie professionnelle, mais parce qu'on a disposé des données. Et l'expertise de l'INSERM aussi. Eh ben, c'est l'expertise de l'INSERM qui est arrivée là-dessus, bien sûr. Et son actualisation. Bien sûr, mais cette expertise de l'INSERM, elle a porté sur des données. Et une cohorte, ça coûte une fortune de réunir une cohorte. Ça coûte très très cher parce qu'une cohorte, c'est quoi? C'est prendre un nombre déterminé à l'avance de personnes. Donc, on va dire tous les agriculteurs, parce que nous, dans le Rhône, on en avait, tous les agriculteurs, hommes, femmes ou leurs enfants, etc. Et on va les suivre. On les prend, voilà, c'est ça. On les prend à temps zéro et on va les suivre. Et en même temps qu'on les suit, on suit leurs expositions. Vous imaginez la machine. Il y a des études de voilà, c'est ça. Cette machine. Nutrinett, ça existe aussi. Comment? Il y a des études qui existent. Comme voilà, c'est ça. C'est des études à partir de cohortes, mais qui ne sont pas, donc qui ont pour but qui ont un objectif scientifique et qui partent sur une cohorte. C'est un très bon outil, ce scientifique, la cohorte, et qui les suit sur de nombreuses années, et à l'issue de certaines années, à 5 ans, à 10 ans, etc., permettent de dire de manière rétrospective, ces personnes-là, elles ont été exposées à ça, on a un excès de cas de telle et telle pathologie, accompagné d'un excès de cas d'exposition à telle et telle chose. Donc on peut considérer que cette maladie, elle
elle est liée à telle exposition, et là, c'est patient maladie professionnelle. Mais on n'a pas des cohortes permanentes. Ce que je veux dire, c'est que si on avait une déclaration systématique des pathologies, on n'aurait pas besoin d'avoir ces cohortes, ou alors ces cohortes pour certaines pathologies à part, mais des pathologies comme le cancer, des pathologies comme les malformations, qui sont des pathologies qui sont dépistées et rentrées dans les données. Vous savez que vous avez un cancer à Lyon, vous avez un cancer à Grenoble, vous avez un enfant qui naît à Grenoble porteur d'une malformation, personne ne le saura. S'il y en a un qui naît à Saint-Martin-d'Air, un qui naît à La Tronche, un qui naît à la clinique Beldon, en plus je les connais parce qu'on travaille tout, eh bien 3 cas, personne ne le saura, puisque ça ne sera inscrit que dans le dossier médical de la mère. Puis ensuite, dans le dossier médical de l'enfant, s'il va au CHU, et cet enfant il sera suivi pour ce qu'il a. Mais il n'y a pas d'enregistrement de sa pathologie, personne ne le saura. Donc vous avez des clusters qui vont passer sous tous les radars et qui permettraient d'être identifiés si tous les enfants qui naissaient porteurs d'une malformation, à partir du moment où on a 99,9% des enfants qui passent le test de dépistage néonatal, ce qu'on appelait autrefois le Guthrie. Tous les enfants l'ont, tous ces tests, ils sont récupérés dans un seul endroit. Il suffirait qu'on ajoute la case dans ce test-là, malformation, pour qu'on ait une idée de tous les cas français. C'est qu'une volonté, globalement, c'est appuyer sur un bouton. C'est le confort de l'ignorance. Peut-être, c'est ça. Bien, je vous propose qu'on conclue ici la rencontre. En tous les cas, merci beaucoup. Merci pour la qualité de toutes les informations qui ont été transmises cet après-midi, la qualité de tous les intervenants. Et merci encore à Ariane, à Roselyne, à Emmanuel de l'École de journalisme. Je remercie aussi Sciences Po, mais je ne vois plus les représentants. Et merci à tous les invités qui ont accepté de venir passer cette journée avec nous. C'était absolument important. Merci encore.